J'ai pas entendu le. Voilà. Bienvenue à tous pour notre nouvelle conférence Mensa Poitou-Charentes. Et aujourd'hui, nous recevons Frédéric Bitton qui va se présenter, vous présenter sa conférence. Donc, bonjour, je suis Frédéric Bitton, je travaille à l'INRAE en tant que bioinformaticienne. Donc, avant, j'étais biologiste moléculaire et je faisais toutes les manips en labo pour analyser les génomes. Et aujourd'hui, je les analyse sur l'ordinateur. Donc, je vais vous présenter le séquençage des génomes et ses applications en génétique humaine et amélioration des plantes. C'est les deux applications les plus intéressantes en ce moment. Alors, voilà. Donc, d'abord, qu'est-ce que l'ADN? Tout le monde n'est pas forcément au courant de ce que c'est. Donc, ADN pour acide désoxyribonucléique, DNA en anglais, désoxyribonucléique acide. C'est le support de l'information génétique et il est identique dans toutes nos cellules. Quelle que soit la cellule qu'on va prélever, elle a l'ADN absolument identique, sauf les cellules reproductrices. Mais ça, c'est autre chose. Quand une cellule se divise en deux, on appelle ça la division cellulaire, et l'ADN est entièrement dupliqué. Dans chaque cellule, on a une copie du père et une copie de la mère. Par contre, dans la cellule, on a plusieurs sources. 2 sources dans la cellule animale, 3 dans la cellule végétale. L'ADN nucléaire qui est notre ADN, notre information génétique, qui va faire de nous ce qu'on est. L'ADN mitochondrial, qui sont ces petites structures dans la cellule, excusez-moi, et qui sont les centrales électriques de la cellule, on va dire. Et l'ADN chloroplastique, forcément uniquement dans les cellules végétales, puisque en fait, les mitochondries et les chloroplastes sont des anciennes bactéries qui sont rentrées dans nos cellules et que maintenant on utilise. Et au fil des millénaires et des millions d'années, il y a eu un échange d'ADN entre les mitochondries et le noyau. Donc, notre noyau va produire des protéines qui vont être envoyées ensuite dans la mitochondrie. Et c'est plus à elle de faire ce travail. Alors, la structure, ça peut faire peur. Pourquoi on appelle ça de l'acide désoxyribonucléique? Parce qu'on a ici un groupement acide. Ici, c'est un ribose, donc, et c'est un désoxyribose parce qu'on a un OH ou quelque chose comme ça. Je ne suis pas chimiste, j'ai honte. Donc, l'ADN, ça va être, on a 4 bases. Les bases, ça va être ces petits groupements-là. Ça, c'est une base. Et on a G, A, C et T. Ces 4 bases, en fait, ont une structure moléculaire un petit peu différente. Vous voyez, entre le A et le G, par exemple, ici, on a un O, alors que là, on a un NH, tout un tas de différences. Et, hop, on a un appariement des bases. G va reconnaître le C et A va reconnaître le T. Toujours. Pourquoi? Parce que ici, on a des ponts hydrogènes. Et entre un G et un C, on va avoir 3 ponts hydrogènes. Entre un T et un A, on va en avoir 2. Voilà. C'est pour ça qu'on ne va jamais avoir un A qui va reconnaître un C, parce que les ponts hydrogènes ne se reconnaissent pas, ils ne sont pas face à face.
Donc, on ne parle plus de chimie maintenant, ne vous inquiétez pas. Donc, c'est ACGT, c'est ça qui va faire la séquence de l'ADN qu'on connaît aujourd'hui et dont on parle beaucoup. Ce qu'on va appeler la séquence primaire, bah, c'est l'enchaînement des ACGT. Ici, c'est des U, mais c'est la même chose. La structure secondaire, c'est quand l'ADN va se replier sur lui-même en se reconnaissant lui-même. Ça va faire des hélices, des boucles, des pseudo-boucles, des pseudo-nœuds, tout un tas de trucs très compliqués. Ensuite, on a une structure tertiaire, c'est-à-dire que cet ADN va former en 3D une forme d'une molécule. Et ensuite, la structure quaternaire, c'est la chromatine. Donc, qu'est-ce que c'est la chromatine? C'est de l'ADN. Ici, vous avez à nouveau les ACGT qui se reconnaissent l'un en face de l'autre, toujours un A en face d'un T, un G en face d'un C. Et dans la cellule, l'ADN, elle a plusieurs formes. En fait, ce qui va se passer, c'est que l'ADN va s'enrouler petit à petit et va s'enrouler autour de protéines. L'ADN, oula, qu'est-ce qui se passe? Pardon. Voilà. L'ADN s'enroule sur lui-même grâce à des protéines, en fait. Et j'avais un prof qui m'avait montré ça, et c'est assez visuel. Vous avez l'ADN, et les protéines vont le tourner sur lui-même. Attendez, hop, comme ça. Vont le tourner sur lui-même, et qu'est-ce qui se passe? C'est comme une ficelle. L'ADN va faire des structures comme ça, et il va petit à petit s'enrouler. Et quand il se sera suffisamment enroulé comme ça, il va à nouveau s'enrouler et refaire des structures sur des structures sur des structures. Et c'est comme ça qu'une protéine très fine, mais très très longue, va petit à petit s'enrouler sur elle-même pour former les chromosomes qu'on connaît et dont on a l'habitude de voir l'image à chaque fois qu'on parle de génétique. Les chromosomes, donc la séquence d'ADN, vont chacun avoir des gènes spécifiques. On va avoir des chromosomes qui sont plus ou moins longs. Et c'est comme ça qu'on a des images de chromosomes on a des grands chromosomes, des plus petits et des encore plus petits. Donc on a chacun 2 chromosomes de chaque. On a des paires de chromosomes. Et dans la cellule, on a un chromosome qui vient du père et un chromosome qui vient de la mère. Quand on va être dans une cellule reproductrice, tout cet ADN se mélange. On a des ponts qui se forment entre les 2 chromosomes, entre le chromosome du père et le chromosome de la mère. Et c'est comme ça qu'on mélange les cartes pour faire un bébé spécial. Et que chaque enfant est différent parce que chaque enfant vient d'un mélange différent chez le papa et un mélange différent chez la maman. Donc vous avez ici, quand on regarde au microscope et qu'on colore l'ADN, ici on voit que c'est l'ADN qui est tout débobiné. Petit à petit, il va se bobiner comme je vous ai montré et faire des chromosomes. Tous les chromosomes vont se mettre sur une plaque et ensuite ils se mettent et ensuite ils vont se diviser et on va avoir 2 cellules. Et on revient dans la forme chromatine. Donc quand c'est une forme débobinée comme ça, on appelle ça chromatine, et quand on va être tout embobiné, ça va être un chromosome. Comme je vous ai dit, il y a des protéines dans le noyau qui vont s'occuper de faire la réplication, par exemple. On a une topoisomérase qui va ouvrir l'ADN comme un zip.
Et ensuite, tout un tas d'enzymes qui vont aller récupérer les nucléotides, donc les ACGT, qui vont se coller naturellement. Et eux, ils vont faire la liaison, en fait, ici. Les protéines, les enzymes vont faire ces petites liaisons-là, qui sont des liaisons chimiques, pour avoir, à la fin, un brin complètement formé, et qui va ensuite se rebobiner plus ou moins naturellement. Euh, Donc, l'enzyme qui fait ça, ça va être la polymérase. Elle va polymériser. On va partir de monomères et on va finir avec un polymère. Donc, comment est-ce qu'on s'est servi de ça? Eh bien, on s'est dit, on va faire la même chose dans un tube à essai. On met des nucléotides qui sont chacun colorés d'une façon différente. On met des colorants différents sur chaque nucléotide. Et on va en mettre, vous voyez ici, des spéciaux qui ont ce petit trait noir là, c'est une sorte d'arrêt. Quand on va incorporer un comme ça, la réaction de polymérisation va s'arrêter. Donc, par exemple, ici, j'ai incorporé un petit un nucléotide arrêt, qui est un vert, donc c'est le vert, c'était pour le A. Là, le vert va être un peu plus loin, parce que ici on a un A aussi, et puis là on a un A aussi, etc. Et ensuite, on va récupérer tous ces fragments qu'on va déposer sur un gel d'agarose. Enfin, c'est comme de l'agar, c'est un gel. Et on va mettre un courant électrique. L'ADN étant chargé, il va partir, il va se déplacer selon sa taille, du moins vers le plus. Donc ici, on va avoir tout un tas de fragments comme ça, tout un tas de fragments comme ça, tout un tas de fragments comme ça. Et sur notre gel, eh ben, on va avoir une petite ligne. Donc on va avoir une ligne verte là, une ligne verte là, une ligne verte là. Mais quand on va faire la même chose avec le rouge, on va avoir un rouge ici, un rouge là, etc. avec le bleu, enfin le rose, le bleu et le rouge. Et à la fin, on a une caméra. Donc voilà. Ça, c'est une photo en microscopie électronique à balayage d'un gel. Donc vous voyez que là, on a des pores plus ou moins grands, et l'ADN va devoir migrer à travers ce gel, et plus les molécules sont petites, et plus elles vont se faufiler facilement dans le gel, alors que les grosses molécules vont être freinées. Et donc, les toutes petites molécules vont aller plus vite, et les grosses molécules vont aller moins vite. Et ça va faire des bandes sur un gel. Et donc, on va avoir une bande verte, on sait qu'on a un A, une bande rose ou orange, on a un G, une bande rouge, on a un T, etc., etc., etc. Donc avant, on faisait ça en radioactivité, on n'avait que des bandes noires, on avait quatre bandes les unes à côté des autres, et on le lisait à la main. Aujourd'hui, on a, enfin aujourd'hui, quand j'étais stagiaire, quand j'ai fait mes études, sont arrivés les séquenceurs automatiques qui, eux, lisaient les bandes qui passaient devant une caméra. Donc, on n'a plus des bandes, on a des pics, et donc on n'a plus qu'à lire ici, on n'a plus qu'à lire ici la séquence. C'est la machine qui lit toute la séquence. Donc, quand on a réussi à faire de la séquence d'ADN, eh bien, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va en faire? Eh bien, on va séquencer le génome humain. Donc, le génome humain, il fait 3 gigabases. Une base, c'est une lettre. Et donc, comment ils ont fait? Ils ont commencé par couper le génome en grands morceaux. Ensuite, ils ont coupé les gros morceaux en plus petits morceaux, et ils ont tout séquencé.
Et ils ont eu des séquences qui faisaient dans les 400, 500, peut-être 1000 sur 3 millions. Donc, deuxième phase, interprétation. On a 3 millions de pièces et on doit faire notre joli puzzle. Donc, le projet Génome humain a commencé en 85, où ils ont commencé à penser au projet. 88, ils ont lancé le projet. Et juin 2020, ils ont annoncé la fin du séquençage. Donc, fin juin 2000, on avait toutes les petits bouts de séquence, toutes les pièces du puzzle. Et en février 2001, donc presque un an plus tard, ils ont publié ce qu'on appelle le premier draft, c'est-à-dire un premier assemblage, un brouillon d'assemblage, on va dire. Alors, la loi de Moore, on la connaît en informatique, c'est-à-dire que ça veut dire, la loi de Moore dit que le prix et les capacités des puces électroniques baissent de façon linéaire. Et ben, avec le séquençage, c'était à peu près pareil. On suivait à peu près une loi de Moore. C'est-à-dire que le prix du séquençage baissait petit à petit pendant que la rapidité montait un petit peu. Donc on a, avec les machines, les lecteurs, les progrès dans les enzymes qui vont lire la séquence, enfin qui vont générer la séquence, tout ça était assez linéaire. Là, on voit qu'on a un petit épaulement, mais on revient sur du linéaire. Et d'un coup, ici, bim, on a complètement assassiné la loi de Moore. Qu'est-ce qui s'est passé? Ici, on a eu une invention qui s'appelle 454 par une société qui s'appelle Roche et qui a réussi à faire du séquençage, on va dire, moyen débit. Et ici, une autre boîte qui s'appelle Illumina qui a complètement révolutionné le séquençage. Je vous expliquais comment on faisait les séquences là. C'était, on séquençait 1000 bases par 1000 bases. Et à chaque fois, ça faisait un fichier de 1000 bases et qu'il fallait après tout assembler. Ce qu'on a appelé le NGS, excusez-moi, au lieu de faire toutes les réactions dont je vous ai parlé dans un tube, eh ben, on va les faire sur une plaque de verre. On colle ici sur la plaque ce qu'on appelle les primers et on va faire la synthèse de l'ADN directement sur place. Et chaque nucléotide, chaque base qu'on va incorporer va avoir à nouveau sa petite couleur que vous voyez ici. Et là, cette fois-ci, l'originalité du truc, ce qui va faire qu'on va aller super vite, c'est que sur une même plaque, c'est microscopique, c'est nanoscopique. On va en mettre plein, plein, plein. On va pouvoir faire des millions de séquences à la fois sur 1 cm². Et là, d'un coup, on fait beaucoup plus de séquences à la fois. On va pouvoir faire 1 million de séquences d'un coup au lieu de une séquence par une séquence. Et en fait, ce qui se passe, c'est que à chaque fois, on incorpore une lettre, on prend une photo de notre plaque et chaque point ici, eh ben, on dit là c'est vert, c'est qu'il y a un A. Sur cette séquence-là, il y a un A. On va tout laver, on remet une nouvelle lettre et par exemple, eh ben, là, on va avoir un C. Et photo par photo, eh ben, on avance dans la séquence
Et on a tout ça, c'est des séquences différentes. Je ne sais pas si j'arrive à être claire. Donc, la phase d'interprétation avec nos 3 millions de pièces, en fait, on va se retrouver avec des centaines de ce même puzzle, sauf que on les a tous mélangés. Et maintenant, on va avoir des centaines et des milliers de pièces identiques en duplicat et en triplicat et plusieurs fois. Et maintenant, il va falloir refaire le puzzle en une seule fois. On va devoir refaire notre puzzle de 3 millions de pièces, alors qu'on a plein de pièces différentes, plein de pièces identiques, et faut piocher dedans pour réussir à faire notre puzzle. Voilà. On peut faire éventuellement une pause si vous avez des questions. Alors, je pense que ça a l'air d'être bon. Personne ne se manifeste. Ou alors j'ai assassiné tout le monde. Parce que Non. c'était un petit peu technique au début, un peu chimie, mais Mhm. après, on n'a pas besoin d'avoir complètement compris la chimie du truc pour savoir que, ben voilà, on est passé on fait 1000 lettres par 1000 lettres à on fait 1 million de lettres à la fois, quoi. Mhm. Vas-y, je te laisse continuer. Mm. Ok. Donc, et là, maintenant, il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, on a eu la 3e génération. Donc, la première génération, c'était ce que je vous ai expliqué au début, 1000 lettres par 1000 lettres, c'était ce qu'on appelait le séquençage Sanger, d'après le nom de son inventeur, bien sûr. Après, on a eu le séquençage nouvelle génération, NGS, c'était juste New Generation Sequencing. Et là, maintenant, on a le 3e génération, ce qu'on appelle les long reads. Au lieu d'avoir à couper notre génome en tout petits bouts, à récupérer et après à faire un long travail sur l'ordinateur, et bien là, on va avoir une sorte de pore, ça s'appelle nanopore, la technologie, et on va lui donner à manger une longue séquence d'ADN. Et la séquence d'ADN va être débobinée par les enzymes dont on a parlé tout à l'heure, et elle va passer par ce pore-là. Et à chaque fois qu'il y a une lettre qui passe, eh ben, ça fait un petit signal électrique. Et ce signal, il est différent pour chacune des lettres. Et à la fin, on a, plutôt que des jolis pics comme on avait tout à l'heure, ou une image avec des points colorés comme la 2e génération, eh ben, on va avoir un graphique avec juste des signaux électriques qui disent ben, là j'ai incorporé un T, là je reste au même niveau donc j'ai encore incorporé un T, là c'est plus bas donc c'est un A, etc., etc. Et là, la machine arrive à décoder en fait ce signal-là pour nous donner des lettres. Hop. Le problème avec cette technologie-là, c'est que quand on va avoir plusieurs lettres identiques d'affilée, il va un petit peu patauger. Si on a 4 fois un T, peut-être il va nous en mettre un 5e ou 6 ou 7, on ne sait pas. Donc ça fait quand même beaucoup, beaucoup d'erreurs. Jusque-là, on a quelque chose comme 5% d'erreurs. C'est énorme. Donc tout ce qui est séquençage maintenant, on va utiliser du long grid pour avoir la séquence, on va dire, générale, et on va utiliser toujours les petites lectures de 2e génération, en fait, pour corriger les erreurs des long grids. Donc voilà. Maintenant, on a nos séquences. On arrive aujourd'hui à faire du séquençage extrêmement rapidement. On est passé de lancement du projet en 88 à premier draft en 2001, donc ça fait 13 ans. 13 ans pour séquencer le génome humain.
on en arrive à pouvoir séquencer un génome maintenant en 1 semaine, pour vous rendre compte de la différence. Donc, eh bien, on va faire ce qu'on appelle, pour les humains, par exemple, du Genome-Wide Association Studies, ou GWAS. Par exemple, on a une maladie orpheline. On ne sait pas trop ce qui se passe, mais on sait que c'est une maladie génétique. On va prendre un échantillon de patients qui n'ont pas la maladie, un échantillon de patients qui ont la maladie, enfin, contrôle, c'est ceux qui ne l'ont pas, et patient, c'est ceux qui l'ont. On va faire nos séquences, nos grandes séquences. On va aligner toutes nos séquences sur notre génome de référence et on va regarder toutes les différences. Entre chaque humain, il y a des centaines et des milliers de différences. C'est ça qui fait que on va avoir la peau claire, la peau foncée, les yeux verts, les yeux bleus, les yeux marrons, qu'on va être grand, petit. Et donc, on va aller chercher toutes les différences sur un génome. Mais si on fait ça avec juste un malade par rapport à une personne saine, eh ben, on va avoir des milliers de différences et on ne va pas savoir laquelle de ces différences cause la maladie. Donc, ce qu'on va faire, eh ben, on va dire ça, c'est les malades, ça, c'est les non-malades, et on va regarder sur les chromosomes quelles sont les mutations. Chaque point ici est une mutation. Alors, je crois qu'on peut zoomer. Non. Ah, je ne sais pas comment on zoome. Donc, ici, vous voyez que là, il y a un point, là, il y a un point, là, il y a un point. Tout ça, c'est une forêt de points. Et entre les malades et les non-malades, eh ben, on a beaucoup de mutations. Sauf que, par exemple, ici, toutes ces mutations-là, toutes ces différences-là, eh ben, elles sont au-delà d'un seuil. C'est-à-dire que quasiment tous les malades ont cette mutation et quasiment tous les non-malades ne l'ont pas. Donc, la statistique nous dit que ici, il se passe quelque chose. Ici, tous ceux qui sont malades, eh ben, ils ont une mutation ici qui est la même. Et grâce à ça, on peut retrouver où sur le chromosome est le gène qui va faire une maladie. Par exemple, alors je ne suis pas généticienne humaine, mais il y a pas mal de maladies où on a une protéine qui est défaillante. Et bien là, on va savoir quelle est la protéine qui est défaillante. Et c'est le départ de tout ce qui est thérapie génique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir, grâce à la thérapie génique, insérer dans le génome d'un malade une copie fonctionnelle du gène malade et qui va faire une protéine saine. Voilà, donc ah bah voilà. Donc voilà, ici c'était juste un zoom sur les points. Donc là, vous voyez beaucoup de points et à chaque fois qu'on dépasse cette ligne-là, ça veut dire qu'on dépasse le seuil et ça veut dire que ici, il y a un gène certainement qui participe à la maladie. Ça peut être une maladie, mais ça peut être autre chose. Ça peut être, par exemple, on sait que il y a des gens qui sont physiologiquement, qui vont être, par exemple, obèses ou qui vont être plus ou moins ceci ou cela. Et ben parfois, c'est pas qu'un seul gène qui va décider de ça.
en fait, la couleur des cheveux, la couleur des yeux, la couleur de la peau, tout ça, c'est pas un gène, c'est plusieurs gènes. Il va y avoir plusieurs gènes qui vont contrôler, par exemple, la quantité de mélanine qu'on va sécréter ou la façon dont elle va se fixer dans les cellules de la peau. Donc peut-être que si ça, par exemple, c'était des gens qui ont la peau très claire et des gens qui ont la peau très foncée, et ben peut-être que là, ça va être un gène de production de la mélanine. Là, ça va contrôler la quantité de mélanine. Celle-là va faire que la mélanine, elle est transportée ou non dans les cellules. Celle-là, là, c'est comment elle va être fixée dans la cellule. Et tout ce gène-là va faire qu'on va faire beaucoup ou peu de mélanine. Et c'est pour ça que quand on voit des frères et sœurs qui sont métis, ils n'ont pas tous la même couleur de peau. C'est pour ça, parce que il y a plein de gènes qui interfèrent là-dedans. Donc, ce qu'on va pouvoir faire aussi avec la séquence, c'est on va séquencer d'autres génomes. On va séquencer des génomes d'animaux et on va comparer avec l'humain. On va faire des expérimentations sur les animaux pour trouver des cibles de médicaments, mais aussi dans l'agriculture, on va pouvoir faire de l'amélioration des races d'intérêt agronomique. C'est pour ça, on va améliorer, par exemple, chez les bovins, dans les plantes, la taille des fruits. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des tomates qui se font être des très grosses tomates ou des toutes petites tomates. Chez les bovins, le taux de protéines dans le lait, la vitesse de croissance et la quantité de muscles qu'ils vont faire ou la quantité de gras. C'est pour ça que une vache qui va être sélectionnée pour son taux de protéines dans le lait va pas forcément faire de la viande de même qualité qu'une vache sélectionnée pour la qualité de la viande. C'est pour ça que il y a au supermarché, vous allez acheter du bœuf, il y a du bœuf de bonne qualité et de très mauvaise qualité. En fait, c'est de la vache de réforme. C'est de la vache qui a été sélectionnée pour faire du lait, mais que quand elle est trop vieille, on mange la viande. Voilà. Donc, comment on va sélectionner? La sélection traditionnelle, pour les végétaux, par exemple, on va semer, on attend que ça pousse et on va mesurer le caractère. Par exemple, le poids d'une tomate. Et on va sélectionner les individus intéressants. Donc, on veut des tomates plus grosses, on va sélectionner toutes les tomates qui ont fait des fruits plus gros, ou des fruits plus rouges, ou des fruits qui ont meilleur goût. Et on va prendre les deux meilleurs et on va les croiser entre eux pour espérer que dans la descendance, on ait des individus avec des fruits encore plus gros, puis encore plus gros et encore plus gros. Voilà, donc on va ressemer et on recommence, on recommence. Chez la tomate, on peut faire 2 saisons par an, 2 tours par an, voire 3, si on fait attention. Si on veut sélectionner un arbre, par exemple, un peuplier, qui met 7 ans à faire une graine, ça peut mettre beaucoup de temps. Donc, en quoi la séquence va nous aider à faire ça? On a inventé un truc qui s'appelle la sélection assistée par marqueur. Comme on a tout notre séquençage du génome, on analyse la séquence de un individu, et comme vous avez vu, la séquence maintenant se fait à un tel volume, à une telle vitesse que on va pouvoir analyser 5000 individus d'un coup en très très peu de temps. On va dessiner des marqueurs génétiques parce qu'on va savoir
dans une population, ben, par exemple, je vais séquencer mes très gros fruits et mes très petits fruits, et je vais regarder toutes les mutations qu'il y a entre les deux. On va faire ce que je vous ai montré tout à l'heure, chercher quelles sont les mutations qui sont statistiquement liées au caractère d'intérêt, et on va dessiner un marqueur génétique. Un marqueur génétique, ça va être une séquence connue qu'on va pouvoir analyser encore plus vite que quand on fait une séquence. Donc, de sélection traditionnelle, semer, faire pousser, mesurer le caractère, sélectionner les individus intéressants, faire des croisements entre eux et ressemer, eh ben, on n'a plus besoin de faire pousser. On n'a plus besoin de mesurer le caractère puisque maintenant on a notre analyse de marqueurs. Donc, je vais semer, au lieu de semer une serre qui va contenir 800 individus, 800 plantes, et sélectionner une parmi 800, je vais semer 5000 graines, je vais analyser les marqueurs de mes 5000 graines et en déduire si ils vont faire des fruits rouges ou des fruits pas trop rouges. Et là, je vais pouvoir les laisser pousser, ceux-là, et les semer. Et du coup, une sélection de 1 pour 800, je vais arriver à une sélection du meilleur de 5000 au lieu du meilleur de 800. Donc ça va aller beaucoup plus vite. Et ça va être beaucoup moins cher. Donc là, toujours un exemple avec des tomates, puisque je travaille sur la tomate. On va croiser une tomate pas très rouge avec une tomate très rouge, et on va analyser les marqueurs le long d'un chromosome. Par exemple, ma tomate, on va prendre toutes mes tomates oranges et toutes mes tomates rouges, et on va regarder quels sont les marqueurs sur le chromosome. Et on se rend compte que toutes les tomates oranges, ce petit bout d'ADN-là, il va être orange. Enfin, orange. Il va avoir les marqueurs du parent orange. Alors que tout cela, ils vont avoir les marqueurs du parent rouge. Alors que si, par exemple, on regarde à un autre endroit, si on regarde ici, ben, j'ai des tomates oranges avec un bout de chromosome orange, mais j'ai aussi une tomate rouge avec de l'orange. Donc, c'est pas là. Si je regarde là, je vais avoir une tomate orange avec un chromosome rouge. Donc, ce qu'on va chercher, c'est l'endroit du chromosome où on est toujours orange chez les tomates oranges et toujours rouge sur les tomates rouges. Voilà. Et quand on passe à ça, c'est, on va dire, manuel. Et quand on fait sur des très, très grandes populations, sur tout le génome, eh ben, on appelle ça genome-wide. Genome-wide, ça veut dire tout le génome. Association studies, des études d'association sur le génome. On regarde quels sont les endroits du génome qui sont associés avec le caractère d'intérêt. Bon, ben, j'ai été très rapide. C'est ma dernière diapo. Voilà, donc quand j'étais en stage en biologie moléculaire, dans la pièce où il y avait le séquenceur, il y a mon maître de stage qui avait affiché cette petite citation d'Asimov dans son cycle Fondation. Donc ça se passe dans un avenir assez lointain. Et donc, où le héros amène l'ADN de sa petite fille, et le chercheur lui dit « Je vais glisser le prélèvement sous le microscope ». Alors, ce n'est pas un microscope, hein. Je vais choisir une cellule convenable et mettre en route mon analyse de gènes par ordinateur. Il va repérer chaque nucléotide. Les nucléotides, c'était les lettres. Mais comme il y en a des milliards, cela va prendre presque une journée. Tout le processus est automatisé, bien entendu, donc je ne resterai pas planté là à le regarder faire, et vous n'aurez pas besoin de rester non plus. Une fois le génome établi, il faudra l'analyser. Si vous voulez une carte complète, cela peut prendre une quinzaine de jours. C'est pourquoi la procédure est si coûteuse. C'est un travail long et difficile. Je vous appellerai dès que ce sera terminé. Et il l'avait affiché pour dire « Mais Isaac Asimov, il est complètement cinglé. Ça n'arrivera
Jamais. Séquencer tout un génome, ça ne mettra jamais une journée. Eh bien, si, on y est arrivé, et on n'est même pas dans un futur très lointain, et on arrive aujourd'hui à analyser tout un génome en une semaine. Donc lui, il disait même 15 jours, parce qu'il avait peur que ça paraisse encore plus dingue une semaine, mais on séquence effectivement en une journée, mais avec, entre la préparation de l'ADN, le séquençage, l'analyse, en une petite semaine, on a ce qu'on a eu en 13 ans, si je me rappelle bien, pour le premier génome humain. Voilà. Écoute, Frédéric, merci beaucoup. C'était très, très intéressant. Si vous avez des questions, je crois que Raymond, tu as posé une question dans le chat. Si tu veux la poser pendant qu'on enregistre encore, ça peut peut-être intéresser les personnes qui regarderont cette conférence. Oui. Je crois qu'on y a répondu après que je l'ai écrite, c'est-à-dire que lorsqu'on prend, par exemple, on veut identifier un trait comme une maladie, vous avez parlé des différences entre le groupe témoin qui n'a pas la maladie et le groupe de malades, mais j'imagine qu'aussi en plus, on examine ce qu'ont en commun les malades pour compléter l'information. Asimov Fondation, ça avait été écrit en quelle année, à peu Dans près? les années 70, je crois. OK, donc il était très en avance. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Et tout le monde le prenait pour un cinglé, hein. Ce Oui, papier était là parce que c'était n'importe quoi. Ça ne peut mm, pas arriver. oui, oui. Si je peux vous demander, parce que j'avoue que je suis pas sûr d'avoir tout bien compris, ça fait Mais que c'était un peu rapide, en fait. j'ai peut-être mal compris, mais je vais vous dire ce que j'ai compris, puis vous pourrez me corriger, même si je suis complètement égaré. Euh, Tout d'abord, il y a bon l'ADN, c'est comme une hélice composée de disons d'une barre de chaque côté, chaque barre contenant des nucléotides pouvant s'assembler, mais seulement les G avec les C et les A avec les T. Les enzymes ont un peu comme rôle de construire la barre. Et si je comprends bien le rôle de la protéine, c'est là que je suis pas trop sûr. Le rôle de la protéine serait d'embobiner la barre ou Alors, quel il est y le a rôle de plein de la protéines. protéine? Voilà, il y a plein de protéines différentes. Il y a une protéine dont le rôle va être de débobiner l'ADN, c'est-à-dire Débobiner. d'exposer justement ces groupements qui sont ou deux ou trois, d'exposer les groupements pour que les lettres puissent se coller dessus. En fait, si on met les nucléotides en suspension dans une solution avec de l'ADN simple brun, donc un seul brin, donc avec les groupements exposés, elles vont naturellement se coller. Un A avec un C, un A avec un T, un C avec un G. C'est naturel, ça se fait naturellement, sans enzyme. L'enzyme, elle, il y a une deuxième enzyme qui va arriver, et une fois qu'elle voit qu'il y a un nucléotide qui est apparié avec un autre, eh ben, elle va faire la petite liaison chimique. Attends, je vais OK. hop, Samsung. Alors, on va... Voilà. Hop. Donc, vous voyez là le truc? Oui, Oui. La slide? OK. Donc ça, c'est l'enzyme qui va... la topoisomérase, elle va déshélicer l'hélice, oui, elle va oui. lisser l'hélice. L'hélicase, elle va, une hélicase et primase, ben, ça va couper ça. Ça, c'est juste un lien, c'est des liens hydrogènes, c'est ça, voilà. Ici, ce sont vraiment des liens pas très forts, là où vous voyez les petits points. Ça, c'est cassé par la chaleur, par exemple, ou OK. ça peut être cassé par une enzyme. Donc, on a une enzyme qui débobine, une enzyme qui ouvre l'hélice.
les lettres vont se poser directement, naturellement, et la polymérase, elle, va faire cette petite, va faire ce lien-là qui est un lien chimique fort. OK. OK. Et Voilà, les ça lettres c'est de la, OK. là c'est de la colle, là c'est du post-it, quoi. OK, je vois. Mm. Donc, si les deux côtés de l'hélice se collent naturellement, c'est donc un côté d'hélice qui a seulement du GC et l'autre côté de l'hélice qui a seulement du AT, donc elles vont nécessairement se coller. Non, chaque côté de l'hélice a toutes les lettres. C'est juste OK. qu'il y a un A va reconnaître un T, un A va reconnaître un T, là, un G va reconnaître un C, etc., etc. OK. Alors, si chaque hélice a toutes les lettres OK. Le G, mais il peut y avoir des lettres qui sont en face d'une autre lettre qui ne se lit pas. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Ça n'arrive Vous pas. dites que le G se lit seulement avec les C, par Oui, exemple, ou que oui. les A se lient seulement avec les T. Mais si sur chaque barre de l'hélice, on peut avoir les quatre lettres, il doit arriver qu'une en face de l'autre, il y a des lettres qui ne se lient pas entre elles. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? La polymérase attend. La polymérase attend qu'il y ait une lettre. Il y a énormément de nucléotides qui flottent en fait dans la cellule, dans le noyau de la cellule. Et OK. à un moment donné, il y a toujours un C qui va arriver à se connecter au G. Toujours. Ah, OK. Voilà. Quand Et on fait, pour oui. la réplication de l'ADN, quand on va faire des ARN messagers, si la polymérase attend trop longtemps, des fois, elle va se détacher et l'ARN, le messager, va être avorté et va disparaître. Ah, OK. Par contre, des fois, on a la possibilité, effectivement, que en face d'un C, au lieu d'un G, il y a un T qui va se mettre. On ne sait pas pourquoi. Il va se mettre un peu de travers, il va être là au mauvais moment, et la polymérase va croire que c'est la bonne lettre, elle va l'incorporer, elle va faire la petite liaison ici. Et c'est ça c'est une mutation génétique. Et Ah, c'est ça qui OK. arrive des fois quand on a une mutation. Une maladie génétique, en général, on arrive à la retracer dans l'arbre généalogique. Ah là, c'était la mère qui était malade, qui avait le gène déficient, et puis là, c'était le père, etc. Si on fait des analyses génétiques, des fois, ça arrive. On a une mutation qui apparaît. La réplication se fait mal. Des fois, ça va faire une maladie génétique, et des fois, ça va faire un truc bien. Ça va OK. faire que un papillon noir va devenir blanc et il va se poser sur un bouleau et le prédateur va pas le voir et il va survivre. Et c'est comme ça que marche l'évolution. OK. Donc, une mutation, c'est un petit peu quand on force un peu le trait, quand il y a deux nucléotides qui, au départ, sont pas compatibles, mais des fois, Voilà, la nature s'arrange en jouant du c'est coude un ça. peu pour en coller deux. C'est ça qu'on appelle une mutation. Voilà, OK. c'est la biologie, c'est jamais du 100%. C'est pour ça Mhm. qu'on utilise beaucoup les statistiques. Oui. Donc, il y a toujours des petites erreurs par-ci, par-là, et c'est ça qui fait la diversité génétique OK. et l'évolution. Et puis, de façon naturelle, il arrive aussi il y a des nucléotides qui sont pas de type à se lier, puis c'est pas grave, on a ça dans tout. Oui. On passe au Mm. suivant et ceux-là sont là et ça flotte Voilà. et c'est pas plus grave que Et en ça. fait, la OK. polymérase a aussi c'est une grosse protéine qui a aussi un endroit qui reconnaît si la liaison, elle est pas bonne. C'est-à-dire qu'elle va titiller la liaison Oui. pour voir, elle va dire: «Hein, tu sûr que t'es bon, toi? Ah oui, ça va». Et normalement, ce titillement-là suffit, à décrocher un nucléotide qui est pas bon. Mais des fois, ça suffit pas et ça l'intègre quand même. Mhm. Voilà. OK. Et puis quand vous parliez de marqueur, vous parliez le séquençage et de la lecture. Donc, le marqueur, c'est pour des fins de sélection. Vous ne parlez pas de manipulation génétique. Non, Là. ouais, sélection. C'est pour la Non. sélection strictement. Mmh. OK. Pour les OGM, j'ai une autre conférence.
Oui, OK. Donc, le séquençage, c'est de la lecture, si vous Voilà, dire. le séquençage, c'est de la lecture. On va faire des Mhm, marqueurs, c'est-à-dire qu'on arrive à reconnaître, grâce à des analyses en tube à essai, mhm, on arrive à reconnaître un marqueur d'un autre. Donc on appelle ça des allèles, c'est-à-dire que pour mon exemple de tomate, on a l'allèle rouge et l'allèle orange mhm. qui sont différents, qui ont une séquence différente. Et on sait reconnaître très facilement cette séquence. Et on peut faire 5000 réactions en pas Mhm. très longtemps. Et, Donc, et on peut accélérer l'amélioration génétique par voilà, croisement voilà. sans faire de manipulation. Voilà, c'est ça, la sélection assistée par marqueur, Mhm, ça a énormément accéléré la sélection mhm, artificielle. mhm. OK, ben merci beaucoup. Ça... Merci beaucoup Raymond aussi pour tes questions qui sont toujours pertinentes. C'est un bonheur de t'entendre à chaque fois, puis avec le petit accent du Québec, moi Oui. je m'en lasse pas. Et merci. Merci. Merci beaucoup Frédéric. Didier, si tu veux bien, on peut peut-être arrêter l'enregistrement et puis continuer d'échanger.